Les enfants dont je m'occupe ont un mot de passe à utiliser s'ils se sentent en danger, et ils s'en sont servis le jour où leur grand-père est revenu. J'étais nounou chez les Whitmore depuis environ 4 mois quand j'ai entendu parler de ce fameux mot de passe pour la première fois. C'était un mercredi après-midi, j'aidais Lily, 6 ans, à faire ses devoirs, pendant qu'Owen, son grand frère, jouait aux jeux vidéo dans le salon. Leur mère, Nathalie, venait de décrocher un nouveau poste à l'hôpital et avait besoin de quelqu'un de confiance 3 soirs par semaine, jusqu'à son retour vers 19h. La paye était correcte, les enfants adorables. Rien ne semblait devoir compliquer la tâche. Ce jour-là, Lily a soudain levé les yeux de ses devoirs pour me demander si je connaissais leur mot spécial. J'avoue que je ne voyais pas trop de quoi elle voulait parler. Elle a alors lancé un regard en coin à Owen, qui a lâché sa manette et s'est approché. 9 ans à peine, mais déjà très protecteur envers sa petite sœur, il prenait le rôle d'aîné très à cœur. Owen m'a expliqué que leur mère leur avait appris un mot de code à prononcer s'ils ne se sentaient pas en sécurité ou avaient de besoin d'aide sans pouvoir le dire franchement. Le mot était phare. S'il glissait phare dans une phrase, c'était qu'il y avait un souci et que je devais être attentive. Je leur ai demandé d'où venait cette idée d'utiliser un mot de code, et Owen a pris un air grave, affichant une maturité presque déconcertante. Il a fini par me confier que leur grand-père n'avait plus le droit de les voir et que c'était pour le cas où il reviendrait qu'il devait utiliser ce mot-là. Lily a ajouté que papy était gentil avant, mais qu'il avait changé, était devenu méchant et avait fait peur à leur maman. À l'entendre, on devinait qu'on lui avait déjà expliqué que parfois, le cerveau tombe malade et que les gens ne réagissent plus comme avant. Nathalie avait manifestement pris soin de trouver les mots justes pour les rassurer sans rien leur cacher. Je leur ai assuré que j'avais bien compris et que je retiendrais ce mot. Puis je leur ai proposé de me décrire leur grand-père pour que je puisse le reconnaître, au cas où. Owen a attrapé le téléphone que leur mère laissait pour les urgences et m'a montré une photo d'il y a 2 ans. Un homme grand, cheveux gris, barbe épaisse, souriant à pleines dents, les bras posés sur les épaules des enfants. Il avait l'air d'un papy lambda, ce qui rendait l'histoire encore plus inquiétante. Cette conversation m'est restée dans la tête, mais à ce moment-là, je n'y ai pas accordé plus d'importance. Nathalie avait semblé nerveuse en m'embauchant, mais, sur le coup, j'avais mis ça sur le compte des galères habituelles des parents solos au boulot prenant. Lors de notre entretien, elle m'avait confié que le père des enfants avait disparu du paysage et que ses propres parents ne pouvaient pas aider. Je comprends aujourd'hui que l'affaire était bien plus compliquée que de simples problèmes d'organisation. Dans les semaines qui ont suivi, certains détails m'ont mis la puce à l'oreille. Nathalie envoyait toujours un message pile 5 minutes avant d'arriver à la maison et elle avait fait installer des caméras à chaque entrée qu'elle consultait sans arrêt sur son téléphone. Les enfants savaient qu'il ne fallait jamais ouvrir à qui que ce soit, même à une tête connue, sauf si leur mère les en avait avertis à l'avance. Un soir, j'ai mentionné qu'un vieux monsieur de l'autre côté de la rue m'avait fait signe en récupérant le courrier. Le visage de Nathalie s'est décomposé. Elle m'a immédiatement demandé tous les détails sur son apparence avant de souffler que c'était juste le voisin. Pourtant, l'après-midi où tout a basculé avait démarré comme n'importe quel autre. Je suis arrivée à 15h30, comme d'habitude, avec la clé que Nathalie m'avait remise. Owen et Lily sont rentrés de l'école un quart d'heure plus tard, blâmant cartable dans l'entrée et débattant déjà de qui aurait droit de choisir le goûter. J'arbitrais entre pommes et biscuits quand quelqu'un a frappé à la porte. Les enfants se sont figés, se lançant un regard inquiet. J'ai jeté un œil à la caméra reliée à la tablette près de la porte. Un homme d'un certain âge se tenait sur le seuil, un sac de course à la main. Cheveux gris, barbe, plus fine que sur la photo, mais c'était lui. Mon cœur s'est serré. Le grand-père des enfants était là. Owen a saisi la main de Lily et l'a entraînée vers la cuisine, pendant que je restais figée, hésitant sur la marche à suivre. L'homme a frappé à nouveau, cette fois plus fort, et il a dit qu'il savait que les enfants étaient là, puisqu'il les avait vus rentrer. J'ai dit à Owen et à Lily de filer dans la chambre d'Owen, de verrouiller la porte, que je m'occupais du reste. Lily s'est mise à pleurer. Owen l'a attrapée contre lui et l'a guidée dans l'escalier. Au moment d'atteindre le haut, Owen s'est retourné et a lancé distinctement « J'espère que le phare a tenu après la tempête de la semaine dernière ». À cet instant, j'ai compris tout de suite le message. J'ai attrapé mon téléphone pour prévenir Nathalie que son père était chez elle, puis j'ai composé le 17, prête à appeler dans la foulée. L'homme a frappé une 3e fois, expliquant qu'il voulait simplement voir ses petits-enfants quelques minutes, et que Nathalie exagérait, qu'il ne voyait aucune raison qu'on les prive de lui. Sa voix semblait presque normale, chaleureuse même, ce qui rendait la scène d'autant plus irréelle. Comment quelqu'un d'aussi posé pouvait-il représenter un tel danger, au point que les enfants aient besoin d'un mot de passe? Je me suis approchée de la porte sans l'ouvrir, et j'ai répondu à travers le bois que Nathalie n'était pas là et qu'il devait s'en aller. Il m'a alors demandé qui j'étais. J'ai expliqué que j'étais la babysitter. Un long silence, et puis il a repris « C'est très bien, tu as l'air sérieuse. Tu comprends sûrement que les grands-parents aussi ont des droits. » Il a tenté de me convaincre que sa fille traversait juste une mauvaise passe et qu'elle avait mal interprété des choses qui n'avaient jamais eu lieu, prétendant que le procès n'était qu'un malheureux malentendu dont il avait été entièrement blanchi. Il parlait avec une logique limpide, presque convaincante, et j'ai eu un instant d'hésitation. Mais le souvenir du regard paniqué de Lily, celui d'Owen m'expliquant que leur grand-père était devenu effrayant pour leur mère, m'ont vite rattrapé. Impossible de croire un mot de ce qu'il disait. Je lui ai répété qu'il devait partir, que si jamais il insistait, je n'hésiterais pas à appeler la police. Il a éclaté de rire,
comme si je racontais des histoires, en me disant de ne pas dramatiser. Il voulait juste laisser quelques cadeaux pour ses petits-enfants. « Tu pourrais au moins prendre le sac ?» J'ai répondu non, en brandissant bien mon téléphone pour qu'il le voie à travers la vitre. Du jour au lendemain, son ton chaleureux s'est évanoui. Il s'est mis à tambouriner comme un forcené sur la porte, hurlant que ses enfants étaient ses petits-enfants et que personne n'avait le droit de les lui arracher. Il vociférait que Nathalie leur avait bourré le crâne de mensonges, qu'il ferait la lumière sur la vérité. Les enfants entendaient tout depuis l'étage, et moi, j'entendais Lily éclater en sanglots. J'avais les mains qui tremblaient, et cette fois, j'ai vraiment appelé le 17. Dès qu'une opératrice a décroché, j'ai exposé la situation aussi rapidement que j'ai pu, pendant que l'homme continuait à cogner sur la porte et à vociférer. Elle m'a dit que la police était en route, m'a ordonné de rester enfermée à l'intérieur, porte close, et de ne surtout pas tenter le moindre contact. J'entendais ses doigts frapper le clavier tandis qu'elle me posait des questions sur l'ordonnance de protection. Je n'en connaissais pas tous les détails, alors j'ai aussitôt envoyé un message à Nathalie pour en savoir plus. Elle a réagi immédiatement. Il existait bien une ordonnance de protection qui lui interdisait d'approcher à moins de 150 mètres de la maison ou des enfants, et elle quittait son travail pour arriver dans 20 minutes. Ces 20 minutes m'ont paru durer une éternité. Le grand-père a finalement arrêté de taper, et un silence de plomb est tombé, à peine 30 secondes, avant que je vérifie la caméra et le vois retourner vers sa voiture, cette vieille berline bleue garée en face. J'ai cru un instant qu'il s'en allait, mais non. Il a ouvert le coffre et en a sorti une batte de baseball en métal. Un froid glacial m'a traversé quand je l'ai vu revenir vers la maison, la batte ballottant dans sa main. Il a lancé « Si tu refuses de faire preuve de bon sens, je trouverai bien un autre moyen d'entrer. » Il a fait le tour de la maison pour passer par le jardin, et je l'ai perdu de vue à la caméra. J'ai aussitôt filé à l'étage, jusque dans la chambre d'Owen, où les deux petits étaient blottis sur le lit. Owen serrait Lily contre lui et lui soufflait que tout irait bien. Je leur ai dit que la police arrivait, que leur mère était en chemin, et qu'ils devaient simplement rester calmes et bien cachés. Et là, j'ai entendu du verre brisé en bas. Ils venaient de défoncer la porte-fenêtre de la cuisine. J'ai poussé les enfants dans le placard d'Owen, leur glissant de ne surtout pas en sortir quoi qu'il arrive. Puis j'ai attrapé la batte en bois d'Owen, posée à côté du lit. Mes mains glissèrent de sueur en la serrant, debout entre la porte et le placard. En bas, j'entendais ses pas lourds résonner, sa voix doucereuse qui appelait Owen et Lily, me glaçant le sang. « J'ai apporté des cadeaux. Vous ne voulez pas voir ce que papy vous a acheté ?» Les marches craquaient, il montait lentement l'escalier, marche après marche. Chaque grincement faisait battre mon cœur à tout rompre. J'entendais Lily qui sanglotait doucement dans l'armoire, et Owen essayait de la rassurer en chuchotant. Ses pas ont atteint le palier, se sont immobilisés. Je retenais mon souffle, la batte levée bien haut, prêt à me défendre. Sa voix est alors venue de juste derrière la porte. « Je sais que vous êtes là. Il est temps d'arrêter de jouer à cache-cache. » La poignée s'est mise à tourner, la porte s'est entr'ouverte lentement, et j'ai vu passer son visage fermé, décidé, à 1000 lieues du grand-père jovial des photos. Il m'a vu, debout, la batte dans les mains, et a même esquissé un rire. « Mais tu n'es qu'un gamin, pose ça tout de suite ou il va y avoir un accident. » Il est entré, et j'ai frappé de toutes mes forces, visant son épaule plutôt que la tête. Le choc a été net. Il a reculé en jurant, sa propre batte tombant dans un vacarme assourdissant. Il s'est agrippé l'épaule, s'est jeté sur moi. J'ai tenté de frapper à nouveau, mais j'ai raté. Il a arraché ma batte avec une force que je ne lui soupçonnais pas. On s'est retrouvés tous les deux dans la pièce, lui bloquant l'accès à la porte avec les deux battes en main. Il a dit « Tu viens de faire une belle bêtise. Je partirai pas sans mes petits-enfants. » Et c'est là que j'ai entendu les sirènes se rapprocher. Son visage s'est transformé du tout au tout, de la fureur à la panique. Il a jeté un œil à la fenêtre, puis au placard où étaient cachés les enfants. Les voitures de police se sont arrêtées devant, portière qui claque. Il a lâché les battes et s'est précipité hors de la chambre puis dans l'escalier. J'ai entendu son bruit de course traverser toute la maison, puis la porte du fond claquer violemment. J'ai accouru ouvrir le placard. Les deux petits y étaient recroquevillés, tremblant de tous leurs membres. Je leur ai soufflé que tout était fini, que la police était là, mais Owen ne voulait pas lâcher sa sœur. Les policiers sont arrivés ce moment-là, s'annonçant à voix haute, et j'ai crié que nous étions à l'étage, en sécurité. 2 agents sont montés, armes sorties, fouillant chaque pièce avant de se détendre enfin. Une policière s'est mise à genoux devant les enfants. « Je m'appelle officier Williams. Est-ce que quelqu'un est blessé ?» Lily a fait non de la tête. Impossible de retenir ses larmes, tandis qu'Owen fixait obstinément le sol, serrant sa sœur toujours plus fort. L'officier Williams a ajouté « Nous avons interpellé l'homme. Il essayait d'escalader la clôture du jardin. Il est en garde à vue. » Elle m'a demandé de lui raconter précisément ce qui s'était passé, depuis la première altercation jusqu'à l'intrusion avec la batte. Pendant ce temps, un autre policier prenait des photos, notant l'état de la porte-fenêtre, et d'autres collègues commençaient à sécuriser le périmètre. Une dizaine de minutes après,
Nathalie a surgi par la porte d'entrée, l'air affolé, bousculant les policiers pour nous rejoindre à l'étage. Elle s'est jetée à genoux, enlacée à ses enfants, sanglotant en s'assurant qu'ils n'avaient rien. Physiquement, il ne leur manquait rien, mais ils étaient tétanisés. Ça se voyait à la façon dont ils s'accrochaient à elle, sans jamais tourner la tête vers la porte. Nathalie m'a alors lancé un regard bouleversé, les larmes aux joues, et m'a murmuré 1000 merci d'avoir protégé ses enfants. Une ambulance est arrivée, même si personne n'était vraiment blessé. Les ambulanciers ont vérifié tout le monde pendant que les policiers poursuivaient leurs investigations. 1 heure plus tard, l'inspectrice Laura Sullivan est arrivée, la quarantaine, le regard vif. Il paraissait que ça faisait déjà plusieurs mois qu'elle suivait cette famille. Elle s'est installée avec Nathalie dans le salon, pendant qu'une collègue restait avec les enfants à l'étage. J'entendais Nathalie, en pleurs, confier que son père avait été diagnostiqué d'une démence précoce il y a 2 ans, et que depuis, il n'était plus du tout le même homme. Il était devenu paranoïaque et violent, surtout envers elle depuis le divorce. 8 mois plus tôt, il y avait eu un incident. Il l'avait poussée si brutalement qu'elle s'était fracturé le poignet, et une autre fois, il avait serré Owen si fort qu'il lui avait laissé des bleus. Cela faisait 6 mois que l'ordonnance de protection était en place, mais il ne l'avait jamais enfreinte jusque-là. Nathalie pensait qu'il avait peut-être fini par accepter les règles, mais elle réalisait maintenant qu'il n'avait fait que préparer son prochain passage à l'acte. L'inspectrice Sullivan a été très claire. Cette fois, la violation de l'ordonnance, l'effraction et l'agression à mon encontre signifièrent la prison, pas un simple rappel à l'ordre. Elle m'a demandé si j'acceptais de déposer une plainte officielle. J'ai dit oui, même si j'avais encore les mains qui tremblaient. Ce soir-là, une fois les policiers partis et les enfants au lit, Nathalie m'a fait asseoir dans la cuisine et s'est excusée de m'avoir exposée à autant de dangers. Elle répétait qu'elle aurait dû me prévenir plus franchement dès mon embauche. Je lui ai assuré que ce n'était pas de sa faute et que j'étais soulagée d'avoir pu protéger les enfants. Elle a insisté pour me payer le triple ce jour-là et a ajouté qu'elle comprendrait très bien si je préférais ne pas revenir. En vérité, j'étais terrifiée et encore sous le choc, et l'idée de me retrouver de nouveau seule dans cette maison me glaçait. Pourtant, je repensais au sang-froid d'Owen qui avait utilisé le mot de passe au bon moment et au courage de Lily malgré la peur. J'ai dit à Nathalie que je continuerais à garder les enfants, mais à condition qu'elle m'explique précisément toutes les mesures de sécurité de la maison et qu'elle m'apprenne chaque protocole si jamais une situation similaire se reproduisait. On est resté là une bonne partie de la nuit à passer en revue toutes les procédures d'urgence, les numéros à appeler, l'emplacement des caméras et des alarmes. Elle m'a montré l'application « Bouton panique » sur son téléphone, qui permet d'alerter immédiatement la police. Le lendemain matin, je me suis rendue au commissariat pour déposer ma plainte devant le lieutenant Sullivan. Elle a tout enregistré alors que je lui racontais le moindre détail dont je pouvais me rappeler. Elle m'a montré des photos de l'homme prises lors de son arrestation. Sa chemise arrachée, le visage rouge de rage, tandis que les policiers le menottaient. Elle m'a expliqué qu'il serait gardé en détention provisoire sans possibilité de libération sous caution, car il avait enfreint une ordonnance de protection, et le juge estimait qu'il risquait de prendre la fuite. Une audience était prévue la semaine suivante, et je devrais venir témoigner. L'idée de me retrouver à la barre, tout raconter devant lui, me nouait l'estomac. Mais Sullivan m'a bien fait comprendre que mon témoignage risquait d'être décisif pour qu'il reste incarcéré plus longtemps. Elle m'a aussi appris que le père de Nathalie avait déjà un passé trouble dont je n'avais aucune idée. Avant que sa démence ne soit diagnostiquée, il avait été arrêté 2 fois pour violence. Une fois sur la mère de Nathalie, avant qu'elle ne décède, et une fois sur un voisin. La maladie semblait avoir effacé tout le peu de contrôle qu'il lui restait. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à faire des cauchemars. Je me réveillais au milieu de la nuit, en sueur, persuadée de l'apercevoir debout dans l'embrasure de ma porte. Ou alors j'imaginais avoir oublié de fermer le placard et qu'il avait pu atteindre les enfants. Ma colocataire s'est vite rendue compte que je devenais nerveuse, que je dormais mal, et c'est elle qui a réussi à me convaincre de consulter quelqu'un au centre de soutien psychologique de la fac. La psychologue m'a dit que je présentais des symptômes post-traumatiques, ce qui était normal vu les circonstances. Elle m'a appris des exercices de respiration et des techniques pour me calmer quand la panique menaçait. Elle m'a aussi rappelé que j'avais parfaitement le droit d'arrêter de garder les enfants Whitmore, que je ne leur devais rien sous prétexte que j'étais là le soir de l'incident. Mais chaque fois que j'envisageais de tout arrêter, je repensais à Lily qui me demandait, inquiète, si je reviendrais la semaine suivante, parce qu'elle refusait qu'une nouvelle nounou ignore l'histoire du phare. Ce fameux mot de passe avait parfaitement joué son rôle, je n'arrêtais pas d'y penser. L'audience préliminaire s'est tenue un vendredi matin, ce qui m'a obligée à sécher les cours pour y assister. Le tribunal paraissait froid et solennel, avec ses plafonds immenses et ses sols en marbre. Nathalie m'a rejointe devant la salle, épuisée, le visage marqué par de longues nuits sans sommeil. Elle m'a expliqué que les enfants étaient chez sa meilleure amie ce jour-là, hors de question qu'ils s'approchent du tribunal. J'ai revu son père pour la première fois depuis l'incident, vêtu de la combinaison orange avec les menottes, plus fragile et vieilli que dans mon souvenir. Son avocat,
Un défenseur public semblait à bout de force. Il soupirait sans arrêt, les mains accrochées à ses dossiers. La procureure, Diana Foster, m'avait déjà préparé 2 fois à ma déposition. Quand elle m'a appelée à la barre, j'ai dû jurer de dire toute la vérité, et ma voix tremblait en déroulant tout, du premier coup frappé à la porte jusqu'à la batte que j'ai brandie contre lui. L'avocat de la défense a cherché à savoir si je l'avais vu blesser quelqu'un, ou si je me fiais seulement à ce que les enfants racontèrent du passé. J'ai répondu que je l'avais vu forcer l'entrée, armé, et me poursuivre jusque dans les escaliers. Ça suffisait largement. Le juge, un vieil homme aux cheveux gris, nous écoutait attentivement, notant chaque détail. Une fois les plaidoiries terminées, il a considéré qu'il y avait assez d'éléments pour maintenir toutes les charges et ordonné que l'accusé reste en détention jusqu'au procès. La caution a été fixée à 500 000 $, une somme hors de portée avec sa simple retraite. Nathalie a éclaté en sanglots dès que le verdict est tombé, soulagée. À la sortie, Diana Foster est venue m'expliquer que, le calendrier judiciaire étant complètement saturé, le procès n'aurait pas lieu avant plusieurs mois. En attendant, l'ordonnance d'éloignement serait maintenue et même étendue à ma protection, puisque j'avais moi aussi reçu des menaces. Elle m'a conseillé de tout noter, la moindre voiture étrange garée près de chez moi, toute impression d'être suivie ou observée. La démence de ce vieil homme le rendait imprévisible, et personne ne pouvait dire ce dont il serait capable s'il parvenait à sortir. Rien que d'y penser, j'en avais la chair de poule. J'ai repris le babysitting le mercredi d'après, mais les enfants n'étaient plus les mêmes. Owen parlait à peine et ne me lâchait pas d'une semelle. D'après Nathalie, Lily s'était remise à faire pipi au lit, ce qui n'était pas arrivé depuis qu'elle avait 4 ans. Tous les deux sursautaient au moindre bruit et évitaient soigneusement la baie vitrée, pourtant remplacée et sécurisée. Nathalie avait fait installer une alarme qui se déclenchait à chaque ouverture de porte ou de fenêtre, donnant à la maison un vrai côté forteresse. Les enfants voyaient un spécialiste du trauma 2 fois par semaine, et peu à peu, la vie revenait, doucement. Owen se remettait à rire à mes blagues. Lily ne me demandait plus toutes les 5 minutes si son grand-père allait sortir de prison. Mais je sentais bien qu'il ne vivait plus le monde de la même façon, qu'un fossé s'était creusé. Il s'avère maintenant que ceux qui sont censés vous aimer peuvent aussi vous blesser. Il a fallu attendre 3 mois avant qu'on fixe la date du procès. Pendant tout ce temps, je faisais presque partie de la famille Whitmore. Je venais 4 fois par semaine. Nathalie avait eu une promotion et avait besoin d'aide. J'assistais à la fête de l'école d'Owen, au match de foot de Lily, j'aidais pour les devoirs, préparais les repas, racontais des histoires pour qu'ils s'endorment. Un soir, Nathalie m'a dit « Pour les enfants, tu es bien plus qu'une simple nounou. Ce que tu représentes pour eux, après tout ce qu'ils ont vécu, c'est inestimable. » La veille de mon témoignage, impossible de fermer l'œil. Je tournais et retournais dans mon lit, à ressasser les réponses que Diana Foster m'avait fait réviser, mortifiée à l'idée de tout gâcher en oubliant un détail ou en employant un mauvais mot. Ma coloc m'a apporté une tisane et s'est installée près de moi jusqu'à ce que je finisse par m'endormir, vers 3 heures du matin. Le procès a duré 4 jours. J'ai témoigné le 2e, décortiquant chaque détail avec l'aide de Diana, qui n'en perdait pas une miette. L'avocat de la défense a tenté de minimiser les choses, donnant l'impression qu'un vieil homme malade ne pouvait pas représenter de danger, et que j'avais empiré la situation en m'interposant avec une batte. Diana a protesté à plusieurs reprises et, à ma grande satisfaction, la majorité de ses objections ont été retenues par le juge. Quand je suis descendue de la barre, j'avais les jambes en coton, j'ai failli tomber. Nathalie a suivi, évoquant des années de violence et de manipulation de la part de son père, le poignet cassé, les hématomes d'Owen, la peur quotidienne. Le pédiatre d'Owen est venu témoigner pour parler des blessures constatées. L'inspecteur Sullivan a déroulé toutes les preuves récoltées, y compris des images de vidéosurveillance d'un voisin où l'on voyait l'homme s'approcher de la maison, une batte à la main. La défense a plaidé l'altération du discernement à cause de la démence, mais le procureur a démontré que cette histoire était bel et bien préméditée et que l'accusé savait très bien ce qu'il faisait. Le jury a délibéré 6 heures avant d'annoncer des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Violation de domicile, non-respect de l'ordonnance de protection, agression avec arme dangereuse, tentative d'enlèvement. La date du prononcé de la peine a été fixée 3 semaines plus tard. Quand le verdict est tombé, Nathalie s'est effondrée en pleurs sur sa chaise. Je me suis assise à côté d'elle et je l'ai prise dans mes bras. À la sortie, Diana nous a expliqué qu'avec ses antécédents et la gravité des faits, il risquait une longue peine, probablement entre 8 et 12 ans. Vu son âge et son état de santé, il était peu probable qu'il sorte un jour. Au lieu d'être rassurée, je ressentais surtout une profonde tristesse pour tout le monde. Owen et Lily avaient perdu leur grand-père, pas parce qu'il était mort, mais parce que sa tête l'avait trahi et l'avait transformé en danger public. Nathalie avait en réalité perdu son père depuis longtemps, et maintenant elle devait supporter de le voir en prison. Il n'y avait pas de vainqueur dans cette histoire, seulement des dégâts à limiter au maximum. Le jour du prononcé est arrivé, un matin gris de fin octobre. La salle était remplie d'inconnus,
apparemment des militants qui militaient pour la cause des malades atteints de démence et la réforme pénitentiaire, assurant qu'enfermer une personne en fin de vie pour une maladie dégénérative relevait de la cruauté. Le juge les a écoutés, puis a demandé si une victime souhaitait s'exprimer. Nathalie s'est levée, main tremblante, une feuille à la main. Elle a parlé de l'amour pour son père et du deuil de l'homme qu'il avait été, mais aussi de la terreur de vivre sous une menace constante. Elle a évoqué les cauchemars de Lily, l'angoisse d'Owen, son incapacité à faire confiance. Elle voulait que son père soit soigné dignement, mais avait aussi besoin d'être sûre que ses enfants ne risquaient plus rien, sans savoir comment concilier ces deux réalités. Le juge l'a remercié, puis il a condamné son père à 10 ans de prison dans un établissement médicalisé spécialisé. Une possible sortie pour raison médicale lui restait accessible, mais seulement si une commission indépendante l'estimait suffisamment diminuée pour ne plus représenter de danger, rien d'automatique. Après le verdict, peu à peu, la vie a repris son cours. L'alarme est devenue un bruit de fond auquel on ne prêtait même plus attention. Les enfants ont cessé de vérifier chaque pièce avant d'entrer. Nathalie a enfin retrouvé un vrai sommeil. J'ai continué à m'occuper d'Owen et Lily, de les voir grandir, se reconstruire. Owen s'est remis au baseball, il se débrouillait vraiment bien. Lily a découvert le théâtre et s'est prise de passion pour la scène. Il savait que le mot de passe phare ne servirait sans doute plus jamais, mais il ne l'oubliait pas pour autant. Certaines cicatrices restent, même quand tout danger semble écarté. Un soir, après avoir couché les enfants, Nathalie m'a confié qu'elle se sentait coupable de tout cela, qu'elle aimait son père et détestait le voir dépérir en prison, mais n'avait pas eu d'autre choix pour mettre ses enfants à l'abri. Parfois, il n'y a tout simplement pas de bonne solution, seulement celle qui fait le moins de mal possible. 1 an après le procès, une fois mon diplôme en poche, j'ai traversé le pays pour débuter une nouvelle vie professionnelle. Dire au revoir à Owen et Lily a été bien plus difficile que je ne l'aurais imaginé. Ces enfants m'avaient transmis une vraie leçon de courage et de résilience, dont je me souviendrai toute ma vie. À l'anniversaire de Lily, pour ses 7 ans, Nathalie m'a offert une photo de nous 3, tous rayonnants, comme si rien ne pouvait nous atteindre. Au dos, elle avait simplement écrit « Merci d'avoir été notre phare ». J'ai versé quelques larmes dans l'avion, non pas tant par tristesse, mais parce qu'il y a des expériences qui vous transforment à jamais, sans retour possible. J'ai compris ce jour-là que même les personnes les plus ordinaires pouvaient se révéler dangereuses, que l'amour et la peur pouvaient cohabiter dans une même relation, et que parfois, protéger quelqu'un impliquait de témoigner contre un membre de sa propre famille devant la justice. Ce n'étaient pas les enseignements que j'aurais souhaité recevoir à 22 ans, mais ils m'ont rendue plus forte et plus lucide. Après tout, ce n'était qu'une histoire parmi tant d'autres, aussi improbable soit-elle. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires.